Écoute, ça me paraît parfait. Je viens de lancer l'enregistrement et il est l'heure de commencer ce qui est la dernière séance de nos activités du jeudi créatif de cette année. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous là, de nous avoir rejoints pour cette dernière séance. On va appeler ça comme ça, ne vous inquiétez pas, contrairement à la chanson on reviendra l'année prochaine, on ne ferme pas le cinéma. J'adresse mon soutien tout particulier à celles et ceux d'entre vous qui sont en train de travailler sur leur projet de fin d'année, leur jury, etc., et qui ont trouvé opportun, et je les en félicite, de venir nous rejoindre pour s'aérer un peu les esprits. Et je suis particulièrement content d'accueillir Maxime Accard pour cette dernière séance pour deux raisons. La première, c'est qu'il va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui a déjà été évoqué sous d'autres angles et sous d'autres axes ces dernières semaines, qui est celui du design génératif, qui est un sujet d'actualité et je trouve que ça fait vraiment résonance avec tout ce qui a pu être abordé sous des angles divers, techniques, créatifs, lors de sessions précédentes. Et ça me conforte dans l'idée que c'est un axe sur lequel, et d'ailleurs Thierry Audou, l'un de nos enseignants qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure, en parlait également, c'est un axe clairement dans lequel une école comme la nôtre doit confirmer sa présence et son influence. Et la deuxième raison pour laquelle je suis particulièrement content d'organiser cette séance, c'est que nous l'organisons en partenariat avec nos amis de BenQ. Je remercie Élise et Yann qui sont avec nous. Bonjour à tous. Certains d'entre vous le savent sans doute. Et on avait programmé, notamment à destination de nos élèves photographes et de nos élèves graphistes, des rencontres avec BenQ et précisément dans le cadre d'échanges avec des experts qui connaissent particulièrement bien le matériel de cette société. Et on n'a pas pu faire ça pour des raisons que vous imaginez. Et on prend aujourd'hui notre revanche en organisant avec eux cette séance. Donc, je les en remercie vivement. Je vais laisser la parole à Maxime maintenant. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'éteindre vos micros si vous ne parlez pas et privilégiez le chat pour intervenir de façon interactive au fur et à mesure. Évidemment, on aura à l'issue de la présentation de Maxime une séance de questions-réponses, donc que j'espère aussi nourrie et animée que d'habitude. Merci Maxime. Merci. Merci Arnaud, au Gobelin et à BenQ pour cette invitation. Donc je me présente rapidement, je suis Maxime Accard, motion designer 3D, donc spécialisé dans le motion design 3D et pas tout ce qui est flat design, etc. Je suis aussi cofondateur de MHS Prod et la Motion Designers Community, pour ceux qui peuvent connaître. Et si certains d'entre vous m'ont déjà croisé, je suis intervenu dans l'école il y a 2 ans. Donc, je vais partager mon écran pour vous parler un petit peu de Houdini, du design avec Houdini, donc le design génératif, mais aussi les autres choses qu'on peut faire avec le logiciel. Quels avantages j'en retire en tant que motion designer. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser au travers du chat tout au long de l'intervention. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu vivant. Donc, personnellement, je suis un motion designer. Donc, je ne vais pas avoir une utilisation d'Houdini comme peuvent l'avoir les gens qui vont travailler dans le milieu du cinéma d'animation ou encore du VFX ou de l'industrie du jeu vidéo. Mes domaines de compétences vont être justement plutôt dans l'advertising ou le design 3D à des fins, par exemple, de vidéo mapping. Donc, il faut bien faire la distinction entre, on va dire, mon corps de métier et ceux qui vont avoir des utilisations plus techniques du logiciel, par exemple, pour le jeu vidéo. Donc, je me suis principalement mis au logiciel
d'abord à travers des petites recherches que vous pouvez voir à l'écran pour découvrir des nouvelles manières de créer. Les outils du motion designer aujourd'hui sont principalement le logiciel After Effects et Cinema 4D. Et Houdini a apporté en tout cas de nouvelles perspectives de création dont on va parler. Et c'est pour ça que je me suis mis à ce logiciel justement pour pousser encore plus loin mes capacités de création. Donc le logiciel de Houdini fonctionne de manière nodale. C'est-à-dire qu'on a un système procédural et tout ce qu'on va faire va être représenté par des nodes, contrairement à un logiciel classique comme Cinema 4D où quand on veut revenir en arrière, la plupart du temps, il faut faire un CTRL-Z. Dans Houdini, on peut même sauvegarder ces opérations de déplacement à l'aide d'un nœud de transformation. Donc, c'est-à-dire que même un nœud de transformation va être conservé, une opération de transformation va être conservée. Donc là, c'était juste un tout petit exemple pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le logiciel et comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, si je veux illustrer un petit peu les opérations, disons, destructives des autres logiciels, c'est-à-dire que là, si je déplace mon cube, on peut dire qu'il est fondamentalement déplacé, alors que dans Houdini, on va avoir la possibilité d'avoir son objet et d'appeler justement toutes ces opérations. Donc là, si je fais une opération de transformation, elle va être sauvegardée. Donc c'est vraiment une grosse vulgarisation que je suis en train de faire pour tous ceux qui ne connaîtraient pas le logiciel. Pour ceux qui connaissent le logiciel, bien évidemment, c'est très clair pour eux. Mais ce qui fait que si j'ai envie de changer d'objet, mais par exemple de prendre une box plutôt qu'une sphère, eh bien, je vais pouvoir récupérer mes informations. Ce qui fait qu'on n'est jamais ou très peu, il y a quand même des outils destructifs dans Houdini qui sont arrivés un petit peu pour redonner certains avantages qu'ont les logiciels comme Cinema 4D dans Houdini, mais la plupart des opérations qu'on peut faire vont être sauvegardées dans un système nodal. Et idem pour tout ce qui est, on va dire, code. Houdini est vraiment super simple à utiliser. Donc tous ceux qui font un petit peu du code, qui vont utiliser Sublime et ce genre de choses, vont s'y retrouver. En fait, Houdini est vraiment fait pour faciliter la création et par son système nodal et par les interfaces de code qu'on va avoir qui sont beaucoup plus, en tout cas moins confortables dans d'autres logiciels. Donc, les outils principaux que j'utilise en tant que motion designer sont Cinema 4D et After Effects. Il faut aussi avoir un regard critique sur les outils qu'on va utiliser et ne pas faire de l'élitisme en présentant chaque nouvel outil performant comme quelque chose de mieux. Donc j'essaie de garder un regard assez critique sur Houdini et ce que je peux constater en tout cas sur Cinema 4D et After Effects, c'est que ce sont des logiciels qui sont quand même très faciles à utiliser. Ils sont principalement utilisés et connus de la plupart des motion designers, c'est-à-dire que si vous avez travaillé en agence ou si vous avez une question à poser, vous avez beaucoup de chances d'être aidé et beaucoup de chances d'être compris. Il y a d'énormes communautés en ligne, que ce soit à travers les tutoriels, que ce soit à travers les forums. C'est très très facile d'obtenir des réponses rapidement, ce qui est quand même crucial dans un métier de production. Il y a beaucoup d'outils qui ont été développés pour faciliter l'utilisation. Donc, je peux penser à tous les plugins et scripts. Il y en a vraiment énormément. Et c'est très facile de commencer avec. Je trouve beaucoup plus facile de commencer avec un logiciel comme Cinema 4D ou Blender pour comprendre les concepts de base de la 3D avant de passer à quelque chose comme Houdini. Bien sûr, on peut commencer tout de suite par Houdini, mais pour saisir certains concepts, ils sont plus faciles à comprendre dans d'autres softwares. Les moins, et c'est ce qui m'a poussé à aller faire tout ce qui était design génératif et procédural, c'est que très souvent, on retrouve un peu le même look. Alors, c'est une énorme vulgarisation pour dire qu'on a un peu les mêmes outils et qu'on se retrouve, en tout cas, les utilisateurs, on se retrouve à utiliser un petit peu les mêmes outils et donc on commence à pouvoir repérer quel outil a été utilisé. Et du coup, on perd un petit peu en richesse créative. Il y a bien évidemment moins de contrôle. Et les softwares comme Cinema 4D et After Effects, pour le moment, ont un cœur de software qui est assez vieux. Et en termes de performance, Houdini va utiliser tous les cœurs de votre ordinateur, il va utiliser toute la RAM, il va y avoir des solvers qui vont être accélérés en GPU. Donc,
disons qu'on peut vraiment augmenter la puissance de son ordinateur et avoir un rendement dans le logiciel, alors que dans Cinema 4D, il y a encore beaucoup d'opérations qui vont être monothread. Donc c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Voilà, 128 cœurs et qu'il n'y a qu'un seul cœur qui est utilisé, ça peut être assez frustrant en tout cas dans certaines tâches. Pourquoi du coup commencer Houdini? Je vous ai mis les slides en anglais, mais je vais les commenter en français. Donc pour s'émanciper du look traditionnel des outils MoGraph de Cinema 4D, et je parle en tant que motion designer, bien évidemment, il y aura bien d'autres utilisations qui vont être possibles dans le jeu vidéo par exemple. On peut créer ses propres outils et ses propres, disons, looks. C'est facile de travailler avec les autres softwares à l'aide du format alambic et même des plugins d'intégration, puisqu'il existe un plugin d'intégration d'Houdini à d'autres softwares. C'est vraiment très facile. On peut tout à fait rester sur son logiciel principal, que ce soit Unity, Cinema 4D ou Blender, et ajouter Houdini comme un outil supplémentaire, pas comme un outil qui doit ou qui va remplacer les outils principaux qu'on va utiliser. Il y a énormément de built-in nodes, donc des nodes qui sont déjà inclus, qui sont là pour faciliter le travail du créateur. Une communauté grandissante, vous avez du contrôle sur tout, c'est-à-dire que du point au vertex, au polygone, vous allez pouvoir vraiment agir sur énormément de choses, et vous avez tout à l'intérieur du software, et ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. C'est pour ça que j'ai marqué Buy Plugins, mais je me suis rendu compte dans ma carrière de motion designer que très souvent, il fallait que j'investisse en temps d'apprentissage et en argent auprès de plugins pour pour augmenter, disons, mes capacités de création. Et dans Houdini, on a l'avantage que tout soit dans le même logiciel et que tout puisse fonctionner un peu de la même manière. C'est-à-dire qu'une particule va être un point. Et réellement un point, alors que dans d'autres softwares, la particule va être considérée comme une particule. Et du coup, si on n'utilise pas le même plugin, ça va être plus difficile de créer des choses à partir de la matière générée par ce plugin. Ça, c'est une liste des outils, en tout cas en tant que motion designer, qui me manquaient en 3D et qui m'ont fait commencer Houdini. Alors déjà, il y a un meilleur poly reducer, et quand on travaille en 3D, l'optimisation, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le VFX ou même dans le motion design, c'est très important d'avoir quelque chose d'optimisé. Il y avait un remesher. Dans Cinema 4D, il n'y a pas de remesher. Alors, il y en a en plugin tout récemment qui sont sortis, mais dans Houdini, il y en a un qui est, on va dire, built-in, et il y a la possibilité d'utiliser des solvers, c'est-à-dire qu'on peut répéter une opération sur chaque frame et donc faire en sorte que à chaque frame, on puisse remesher ce qu'on est en train de faire, ce qui n'est pas possible dans Cinema 4D. Donc, c'est un énorme avantage, en tout cas, qu'a le software comparé aux autres. Beaucoup de techniques de suppression de polygones, que ce soit par la couleur, que ce soit par des ranges, enfin, c'est vraiment excellent. On peut faire des masques à partir d'attributes. Je vous montrerai des exemples après. Il y a des outils de VDB qui sont super solides. Alors, on les a vus apparaître avec la version R20 de Cinema 4D, mais ceux de Houdini sont beaucoup plus solides. Il y a des outils d'UV, pareil, qui sont solides. Des possibilités sérieuses de simulation, c'est mon point de vue qui, pour le coup, est totalement subjectif, mais je trouve que dans Houdini, on arrive beaucoup plus facilement, comparé à Xparticle ou d'autres plugins de simulation qu'on peut trouver dans Cinema 4D, à avoir des simulations dites sérieuses, donc avec un résultat qui va être physiquement correct facilement. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats sérieux dans Houdini. Et on va avoir tout un tas de petits utilitaires, comme la possibilité de faire un resample sur ces courbes, de calculer le chemin le plus court, de connecter les pièces ou les points adjacents. C'est tout un tas d'utilitaires qui vont manquer à d'autres softwares. C'est procédural, donc ça on l'a vu au début. Toute opération peut être sauvegardée à travers un node, et si on construit correctement toute sa chaîne, on peut faire en sorte que dès qu'on bouge un paramètre, tout se répercute sur les diverses opérations, et du coup on gagne un temps énorme dans la création d'itérations. Et on a la possibilité de créer aussi ses propres solvers pour justement aller encore plus loin dans le software. Il y a tout de même des choses
qu'il faut pointer. Bien évidemment, c'est pas le software parfait. Et il y a quand même des outils, en tout cas, qui me manquent de ma position de motion designer. Ça va être une partie des outils MoGraph de Cinema 4D. Donc, ce sont des outils qui sont là pour facilement mettre en place des scènes et des setups. Alors, il y a des outils qui s'appellent les Motion Operators qui sont développés par un indépendant qui arrive dans Houdini, qui facilite la création de motion design. Donc, c'est en train d'être, disons, réglé. Les outils de Destructive Modeling Tools, c'est-à-dire que dans Houdini, ça va être le software parfait si vous voulez créer, je sais pas, 50 bâtiments ou 50 voitures à partir d'un même modèle. Mais si vous voulez vous focaliser uniquement sur un modèle, que votre client vous envoie une référence, par exemple, d'un téléphone à modéliser et que vous avez juste un seul objet à créer, vous serez bien plus lent à le créer dans Houdini qu'à le créer dans Cinema 4D, Blender, Maya, 3ds Max. Donc, au niveau des modeling tools, tout ce qui est sub-D modeling, on est quand même un petit peu en retard par rapport aux autres, mais c'est pas la même manière. Je trouve que Houdini répond à d'autres objectifs. On peut manquer de certains plugins et assets d'efficacité. C'est-à-dire que dans Houdini, il y a beaucoup de choses et d'opérations qui sont très simples, qu'il faut quand même construire soi-même, qu'il faut sauvegarder, et disons un temps à investir dans le logiciel qui est un petit peu plus grand au début que dans les autres softwares pour justement se construire ses propres assets, se construire ses propres utilitaires. Et je trouve qu'il y a plein de choses qui pourraient être ajoutées pour aller être plus efficace, en tout cas dans la manière de créer. Alors heureusement, il y a des créateurs indépendants qui vont partager leurs assets et leurs plugins, mais c'est quand même, il y a quand même un gros travail personnel à faire à ce niveau-là. Au niveau des déclencheurs d'effets, pareil, Cinema 4D facilite beaucoup cette création. Alors dans Houdini, bien évidemment, on peut créer les siens, mais ça va encore une fois demander pas mal d'investissement et dans la compréhension du logiciel et dans la création. Ensuite, tout ce qui va être outils d'animation et de caméra. Houdini peut être un petit peu compliqué. En tout cas, pour tout ce qui est animation, il faut rapidement faire appel à des petites techniques. Une comparaison toute bête, c'est que dans Cinema 4D, les caméras, vous pouvez très facilement, avec un simple clic, avoir le focus sur votre objet. Dans Houdini, il faut définir un objet et puis faire un petit peu de programmation, soit en Vex, soit avec des contrôleurs, pour arriver à ce même niveau-là. Donc, je trouve les outils d'animation et de caméra dans Houdini, de base, un peu moins performants. Donc, pareil, il faut investir du temps, soit pour trouver des assets, soit pour se créer ses propres assets, pour qu'ils soient aussi simples à utiliser que ceux de Cinema 4D. Et on a dans Cinema 4D un gros avantage qui est l'intégration avec After Effects et Adobe Illustrator. Donc, quand on fait du motion design, c'est deux softwares qu'on va utiliser assez souvent. C'est vrai que dans Cinema 4D, on peut faire glisser ses fichiers Illustrator, récupérer les tracés, on peut envoyer son fichier Cinema 4D directement dans After Effects, récupérer ses caméras et ses lumières, alors que dans Houdini, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais heureusement, c'est facile de switcher entre les différents softwares. Donc ça, c'est un autre petit exemple pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Houdini. On a la possibilité de créer ce qui s'appelle des attributes. Donc, il y a des built-in attributes qui vont être, par exemple, la position des points, les normales, la couleur, et on peut aussi se créer nos propres attributes, donc qui vont être des conteneurs de valeurs. Donc là, en gros, je suis en train d'attribuer des couleurs noires et blanches sur une sphère par rapport à un noise, et je peux définir, par exemple, un delete expression qui va me permettre de supprimer toutes les informations selon un certain range, donc selon une certaine valeur. Et du coup, on a une manière très procédurale et intuitive de créer à partir justement des attributes. Donc ça, c'est un énorme avantage qu'on a dans Houdini pour la création, c'est qu'on peut définir ses propres attributes et s'en servir pour beaucoup plus de choses. Là, par exemple, je l'ai utilisé et pour supprimer des polygones, mais je peux aussi l'utiliser pour contrôler la réduction des polygones. Donc, à tous les endroits où je vais avoir une densité de couleurs qui va varier, je vais aussi avoir, par exemple, une densité de polygones qui va varier, ce qui permet de créer justement des patterns organiques basés sur un noise transféré à la couleur.
Donc c'est vraiment une manière très libre de créer des choses. Donc ça, c'est d'autres petits exemples d'expérimentation que j'ai pu réaliser. Et ce que j'aime dans le design dit génératif, c'est qu'on est là pour accompagner de la machine, et on est là pour aussi l'accompagner dans ses choix. C'est-à-dire qu'on va définir des ranges, on va définir des valeurs, et le résultat qui va sortir n'est pas un résultat qui est totalement décidé par nous-mêmes. Par exemple, l'artwork qu'on peut voir au-dessus, il y a des formes géométriques qui vont se retrouver, mais ici, on va avoir une cassure, et cette cassure, c'est pas moi qui ai décidé de la mettre à cet endroit avec mon stylet sur une tablette graphique ou lors de la modélisation. C'est à travers les formules qui ont été utilisées qu'il y a eu cette cassure. Pareil pour certains chemins qui vont être pris par des polygones. Donc on est accompagné, disons, accompagné de la machine, et on l'accompagne. Du coup, ça permet d'avoir des résultats qui sont surprenants et qu'on n'aurait pas forcément décidé si on était au contrôle de tout le placement des objets. Ensuite, il y a beaucoup d'outils qui peuvent être réutilisés, des outils qui peuvent être liés au monde du VFX, qui peuvent être réutilisés pour le design. Par exemple, il y a un node qui s'appelle le Connect Adjacent Pieces, qui est utilisé la plupart du temps pour connecter des pièces pour créer des contraintes de glue. Donc, quand on a des destructions, par exemple, dans les films, on va avoir des contraintes qui vont faire que, selon une certaine force, nos pièces vont se détacher. Et en fait, on peut se servir simplement de ces tracés en tant que tels, et non pas pour créer une contrainte, mais pour créer du design. Donc, il y a plein d'outils qui, à la base, étaient réservés, disons, à une utilisation plus VFX, qui ont été un petit peu détournés par le motion design. Et pour avoir parlé avec Christopher Ebert, qui est le directeur marketing de Houdini, il me disait lui-même qu'il avait été très surpris de l'utilisation qu'avaient fait les motion designers de Houdini. Il me disait que, en tout cas, les développeurs d'Houdini n'avaient pas pensé qu'un jour on utiliserait le software de cette manière. Et c'est vraiment, je trouve, une très bonne nouvelle. Donc là, c'est un autre exemple qui montre qu'on peut directement récupérer dans le software, à l'aide d'un autre contexte, des images sans avoir besoin de les exporter. Et ça change beaucoup la manière de créer, puisqu'on peut récupérer justement des informations et les passer d'un contexte à l'autre pour générer des choses sans avoir besoin d'exporter une séquence PNG ou ce genre de choses. Et ça va offrir beaucoup de liberté. En tout cas, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions et que c'est pas assez clair, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Donc là, d'autres exemples d'expérimentation créés avec le logiciel. Donc ça, c'est juste des exemples qui ont été créés pour le fun. Merci beaucoup, Arthur. Donc c'est des exemples, en fait, justement, avec ce que j'expliquais, le détournement de certains outils qui vont être utilisés pour le VFX la plupart du temps. Ici, par exemple, on a une explosion, et quand on fait des explosions, la plupart du temps, on va utiliser des VDB et du coup des voxels, donc un pixel en 3D. Et en fait, quand on a une densité très basse de voxels, on va retrouver un look un peu à la Minecraft. Donc c'est une sorte de hack de design où on se sert d'une manière de créer quelque chose détournée pour faire des visuels. Ici, par exemple, on a une utilisation de l'outil cheveux qui est utilisé dans le monde du VFX et du jeu vidéo pour faire les cheveux ou encore la fourrure sur les personnages. Mais en tant que motion designer, on peut le détourner pour créer ce genre de pattern. Ici, on retrouvera un gross, donc quelque chose qui va grossir basé sur un anti-aliased noise. Donc pareil, on peut créer des espèces de formes de minéraux basées sur une noise function. Donc pareil, c'est pas moi qui suis venu sculpter en me disant tiens, à tel endroit je verrais bien les polygones plus comme ci ou comme ça. C'est vraiment disons un travail collaboratif entre ce qui existe déjà dans la nature et l'intervention de l'humain. Pareil ici, c'est un détournement de l'algorithme de packing qu'on utilise pour les UV. Pour tous ceux qui font de la 3D, on a des polygones autour de son objet. Et pour le texturer, généralement, on vient découper le patron de son objet pour pouvoir le texturer. Et en réalité, on peut détourner cet algorithme de packing et au lieu qu'il nous pack
des islands, donc des UV islands, on peut lui demander de packer des polygones. Et donc là, c'est super intéressant puisque ce visuel, je suis intervenu pour dire disons à la machine quoi faire, mais c'est pas moi qui ai placé les objets, c'est pas moi qui ai choisi consciemment de mettre, par exemple, ce solide platonicien ici, et ici de laisser un vide. Donc c'est vraiment utiliser des outils et des algorithmes qui vont déjà exister et les détourner ou même les utiliser de manière graphique. Donc là, un autre exemple. Alors ça, c'était un exemple des MOPS pour tous ceux qui font du cinéma 4D. C'était pour vous montrer un petit peu les outils qui sont développés par la communauté pour faciliter un petit peu la création graphique. Donc, dans Cinema 4D, pour ceux qui l'utilisent, il faut savoir qu'il y a des effecteurs et des outils MoGraph qui nous permettent en fait d'appliquer un état et de le modifier à partir d'un déclencheur. Et c'était quelque chose qui manquait dans Houdini. Donc ça, c'était pour montrer en tout cas que ça revient à partir des outils que peuvent développer la communauté. Et c'est ça que je trouve le plus passionnant. C'est-à-dire que même si le logiciel évolue moins vite en termes de version, il y a des outils qui sont développés par la communauté qui évoluent chaque semaine. C'est-à-dire que MOPS évolue tellement vite, comme le SideFX Labs, qu'on n'a jamais le temps de faire toutes les dernières mises à jour. À chaque fois, quand on le met à jour, vous allez forcément manquer une ou deux versions. Donc, c'est un outil qui évolue plus vite que le logiciel lui-même. Voici, alors, pour répondre à Jérôme, qui demande si les modifs demandés par la DA peuvent être compliqués parfois du coup. Alors oui et non, et c'est ça en fait tout le challenge de l'artiste Houdini. C'est très long de mettre en place des choses, mais une fois qu'on a mis en place ces choses, eh bien on peut les réutiliser. Donc si toute la DA, je sais pas, tourne autour du style de ce crâne, ça va être très facile de l'appliquer, de le réappliquer sur d'autres choses. Et toutes les modifications se font ensuite à l'aide d'une seed, donc juste une valeur qu'on a à changer. En revanche, si toute la création ne plaît pas et que le style ne plaît pas, effectivement, on perd beaucoup de temps. Donc c'est tout le challenge lors d'une direction, pour respecter une direction artistique, qui est de la respecter au mieux, mais on va dire une fois qu'on a trouvé un asset qui va plaire à la DA, ça va être facile de changer. Donc là, il y a un artwork qui a été réalisé avec la récupération de données satellites, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc là, pareil, c'est d'autres petits exemples qui ont été créés avec Houdini en utilisant soit des algorithmes de Find Shortest Path, donc trouver le chemin le plus court entre des points, ou alors du Connect Adjacent Pieces, donc trouver les points qui vont être adjacents. Et en mélangeant ces différentes techniques, on peut arriver à créer ce genre de pattern en tout cas. Et l'artiste, on va dire, va intervenir sur tout ce qui va être la mise en place de la forme. Alors, il y a une demande de parole. Je ne sais pas comment je peux l'accepter. Non, c'était juste ça prend pour être généré, du coup, s'il fait find path. Combien de temps l'application arrive à trouver? Alors, dans Houdini, en fait, à n'importe quel moment, tu peux voir le temps de calcul d'un opérateur. J'ai quelques fichiers que je vous montrais tout à l'heure. En fait, si on fait un clic milieu, on peut voir le temps de calcul en millisecondes. Le Find Shortest Path, la plupart du temps, va trouver en millisecondes, si on a assez peu de points, et il y a des opérations qui peuvent être beaucoup plus longues. En réalité, ce qui va prendre beaucoup plus de temps, c'est quand il va y avoir des solvers physiques. Par exemple, une explosion de fumée avec beaucoup de densité. Ça peut vraiment aller de la milliseconde, parfois à des minutes, et dans les cas extrêmes, des fois des heures de computing. Si ça répond à ta question. Ah, ça coupe un petit peu, j'ai du mal à t'entendre. Oui, ça a répondu à la question, merci. Ok, mais voilà, pour répondre de manière directe, le Find Shortest Path est une opération très rapide à mettre en place, et d'ailleurs je vais vous la montrer après.
Donc là, c'est pour vous montrer rapidement un process. Donc, c'est pas du tout un projet client, c'est juste un process mis en avant. Alors oui, pour répondre, Houdini, pour des rendus moins organiques, vont être utilisés. On peut aussi faire du hard surface dans Houdini. Moi, personnellement, je fais beaucoup d'organique, en tout cas ce genre de résultat, mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai d'autres artistes qui justement font des choses très très différentes. Donc l'idée, c'est qu'on peut se créer son propre setup et à partir des itérations, par exemple ici j'ai changé de seed et en fait ça me change totalement la forme, mais il s'est passé juste une milliseconde entre cette génération de forme et l'autre. Ensuite on peut faire des combinaisons et à partir de ces diverses opérations, on peut arriver à générer des formes qui peuvent être une direction artistique. Donc là, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être pour, je sais pas, un film de Noël ou quelque chose comme ça. Donc ce qu'on peut retenir, en tout cas dans les avantages de Houdini, c'est qu'une fois qu'on a créé son propre asset, c'est rapide à utiliser. Dans Houdini, on peut en fait sauvegarder ses propres assets à n'importe quel moment. Donc, par exemple, je me suis créé mon propre asset, je vous le remontrerai tout à l'heure, mais de Find Shortest Path. Et en réalité, quand je l'utilise, il est directement mis en mémoire avec mes propres contrôleurs. Donc, disons que voilà, c'est comme un plugin et on peut soi-même travailler sur l'interface et ça va pouvoir s'utiliser et s'adapter sur les différents objets qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est un énorme avantage du software. Et c'est un peu la logique du software. C'est une fois que tu as construit quelque chose, tu n'as pas de le construire une deuxième fois. On peut vraiment tout sauvegarder comme preset, comme asset, et même tout ce qui est de l'ordre du code, on peut le sauvegarder en tant que snippets. Donc c'est-à-dire que là, j'ai quelques trucs que j'utilise de temps en temps en code, donc tout ce qui va être packing ou par exemple Laplacian smooth, on écrit une fois son code, ou alors on travaille avec on peut travailler avec des codeurs qui vont développer des assets pour nous-mêmes, et ensuite on n'a plus besoin de le réécrire à chaque fois, donc on gagne vraiment du temps. Voilà, donc les deux, c'est des fois c'est du Vex, des fois ça va être du VOP. Donc le VOP, c'est un contexte qui va être en fait du Vex mais graphique. Donc ici on va avoir tous les opérateurs qu'on va retrouver en Vex mais avec un langage visuel. Ou alors ça peut se faire avec les built-in nodes. Donc disons que pour arriver à un même résultat, il peut y avoir 4-5 chemins différents. Et pour répondre à une autre question et anticiper cette question, la manière la plus rapide de computing reste quand même le code. Si vous utilisez du Vex, ce sera plus rapide à computer que le langage VOP, donc le langage visuel, ou les built-in nodes. Donc ceux qui sont hardcore dans l'optimisation font absolument tout en code. Moi, j'ai une logique qui est plutôt de répondre à mes besoins en tant que designer. Donc, si je peux m'éviter du temps de code, je vais plutôt chercher à éviter ce temps de code plutôt que de chercher à tout prix l'optimisation. Exactement, pour répondre à Antoine, le VOP se rapproche exactement, ça fait tout à fait penser à la logique de Node dans Substance Designer. On va retrouver des additions, des multipliers, on va retrouver des noise, on va retrouver des patterns. Voilà, donc c'est facile à adapter, comme je vous l'ai montré, c'est facile de passer d'un objet à un autre. Oui, Expresso dans Cinema 4D. Si on le change assez, ça peut vraiment devenir unique et il y a des possibilités d'aller plus loin. Donc ça, c'est un exemple d'un projet professionnel sur lequel on a travaillé, parce que beaucoup d'entre vous peuvent regarder cette vidéo et dire bon, c'est sympa, il nous a montré ses expérimentations personnelles, mais est-ce qu'il y a réellement un marché? Est-ce qu'il y a réellement une demande et est-ce qu'elle existe? Et oui, alors en fait, c'est des visuels qu'on a créés pour un site de typographie. Donc je vais vous montrer quelques petites vidéos du genre de visuels qui ont été produits. Donc on a travaillé à plusieurs sur ce projet pour créer des visuels un petit peu, disons, satisfaisants pour un site qui est actuellement en développement. Donc l'idée, c'était de créer
des visuels 3D pour remplacer eh bien, des bannières qui seraient fixes. Voilà, c'est plus intéressant d'avoir des visuels animés et encore plus quand on peut même avoir de la 3D directement dans le software. Donc ça, c'est un tout petit exemple pareil de création basée sur le noise. Donc c'est dans le VOP, donc cette fois-ci dans un volume VOP où on vient contrôler des voxels. Et l'idée, c'est qu'on va utiliser un anti-alias noise combiné avec une fonction trigonométrique pour venir soustraire certaines parties dans des voxels, donc un pixel en 3D. Et à partir simplement d'une inversion de ce pattern, on peut arriver à générer ce genre de forme, donc uniquement basé sur un anti-alias noise, et avec un petit peu d'animation. Bon, je vous fais le résumé très rapidement. On peut arriver à créer ce genre de pattern organique. Voilà des steel frames, on va dire, du site. Alors, il est toujours en développement et je ne sais même pas où il en est actuellement, puisqu'on a bossé que sur la partie 3D. Mais ça promet d'être assez intéressant. Donc là, je vais vous faire un petit breakdown de ce fond-là, qui a été travaillé par un artiste qui s'appelle Vladislav Lavrenov et moi-même. Donc, on a travaillé à deux sur ce concept. Moi, plus sur le côté look, direction artistique et rendu, et lui, plus sur la partie technique. Donc, l'idée, en fait, c'était d'avoir des espèces de blocs qui vont bouger et ne rentrent jamais en intersection. Et la manière dont ça a été développé est assez intéressante puisque c'est basé sur un système de particules qui vont être générées, du coup, et ne jamais rentrer en collision. Donc l'idée, voilà, c'est des particules qui grossissent et s'entrechoquent toutes. Ensuite, ça a été bien évidemment méché et il restait la partie la plus longue du projet, et c'est souvent le cas, c'est le problème solving. Donc c'est-à-dire que là, il restait des polygones en intersection qu'il fallait supprimer. Et le reste du travail, qui a été la plus grosse partie du travail, c'était simplement de faire en sorte que absolument toutes les parties soient dans des intersections parfaites, puisqu'on a de la transparence sur le shader qu'on va utiliser. Il ne fallait pas avoir des parties qui s'overlappent. Alors pour répondre aux commentaires, si c'est comme les shaders d'eau de jeu, c'est pas exactement fait pareil. C'est-à-dire que les shaders d'eau de jeu, on va pas générer ça à partir de particules, mais ça peut y avoir des concepts similaires. Et donc à la fin, ça pouvait nous générer quelque chose comme vous avez pu le voir au début, comme ça, animé. Voilà d'autres petits exemples qui ont été développés pour le site, donc ce genre d'animation ou encore celle-ci. Ou encore celle-ci qui a été développée par Quentin Langelet. Et Quentin Langelet, et ça peut parler à certains d'entre vous, il a un parcours qui est très intéressant. Par exemple, moi-même, je viens du motion design et je me suis tourné vers Houdini et je me suis mis au code. Donc, disons que j'ai eu un chemin classique de C4D à Houdini. Quentin Langelet, lui, en fait, était software engineer. Donc, à la base, il était uniquement dans le code et pas dans la 3D. Et il s'est mis après à la 3D. Comme quoi, toutes les bases qu'on peut avoir, que ce soit des bases artistiques en tant que designer ou des bases de code technique, ça peut nous servir dans les deux cas. Donc lui, en réalité, avait un background très, très code et développement et il a su en tirer avantage pour faire du design. Donc si vous êtes bon codeur et que vous n'avez jamais testé le monde du design, ça peut autant fonctionner que quelqu'un qui a des bases de design et qui n'a pas fait de code. Donc ça, c'est un exemple qui est assez intéressant et que j'aime bien montrer puisqu'il est en opposition avec beaucoup d'artistes qui, justement, en tout cas beaucoup de motion designers qui viennent d'abord de Cinema 4D, After Effects et qui viennent à Houdini. Il y a aussi des gens qui viennent uniquement du monde du code et qui ensuite se mettent au software. Alors, je vais écrire dans le chat. Et son pseudo, c'est Complex avec un Q. Donc voilà d'autres steel frames du projet. Encore une autre petite animation qui, elle, est basée sur un noise.
Donc, je peux vous montrer à l'intérieur du software à quoi ça ressemble. Comme celle qu'on va voir juste après, c'est basé en fait sur un noise qui va contrôler une valeur d'extrusion. Donc, on va dire voilà, une valeur d'extrusion et aussi de couleur de nos mèches. Et ça a été fait pour les deux, en tout cas dans le contexte VOP. Donc, il n'y a pas eu de langage VEX. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui ne savent pas coder peuvent se mettre à Houdini et déjà avoir des résultats assez intéressants. Alors, est-ce qu'il est en train de s'ouvrir? Oui, il est en train de s'ouvrir doucement. Et j'ai un deuxième exemple que je vais pouvoir vous montrer. Donc, j'attends juste que ça s'ouvre. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. Donc là, c'est vraiment un exemple qui est très, très simpliste sur des parties extrudées qui vont bouger. Donc, c'est basé sur une simple grille avec un node qui a été utilisé pour séparer les points qui rentrent en intersection pour éviter que chaque edge, que 4 edges partagent un même point, mais que chacune ait son propre point. Une réduction de taille de chacun des polygones, du noise, donc appliqué pour générer des valeurs de couleurs noires et blanches et animées. Ensuite, des valeurs d'extrusion qui sont contrôlées par un attribute basé sur la couleur. Donc en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on crée juste une animation de couleur noire et blanche qui va varier d'un polygone à l'autre. Et à travers un attribute de Z-Scale, on peut définir une intensité d'extrusion. Donc vraiment, c'est un setup qui est très simple et qui est en même temps fascinant puisqu'il est basé sur une fonction mathématique de noise et ça donne tout de suite un look qui peut être très organique. Pour répondre à la question, alors Houdini possède son propre moteur de rendu, mais personnellement, j'utilise dans Houdini le moteur de rendu Redshift, que je trouve vraiment très bien et très bien intégré dans le software. Alors, il faut savoir que la plupart des moteurs de rendu qu'on connaît aujourd'hui fonctionnent dans Houdini, donc Pixar Renderman, on va retrouver Octane Render, Arnold Render, V-Ray, voilà. Donc ça c'est le bon point. Vous ne serez pas déboussolé et vous pouvez utiliser vraiment le moteur de rendu de votre choix dans le software. À noter que celui de base va plus être prévu pour tout ce qui est l'industrie, donc plutôt du film, et moins pour les petites boîtes ou pour le motion design. Voilà. Donc en tout cas, si vous voulez vous mettre à Houdini, les moteurs de rendu que je peux vous conseiller en tant qu'indépendant vont être plutôt des moteurs de rendu GPU, donc qui vont calculer avec la carte graphique, comme Octane Render ou Redshift Render. Donc là, je vais vous montrer un autre exemple. On va attendre que ça s'ouvre. Je vais fermer Cinema 4D puisqu'on n'en a plus besoin pour le moment. Ça aussi, je vais le fermer. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite. Donc là, c'est un deuxième exemple qui a été réalisé par un autre artiste avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Et c'est un exemple de growth basé sur le différentiel growth. Donc on part d'une forme géométrique basique, donc ici le cercle, et en fait il vient se déformer et ne jamais rentrer en collision. Disons qu'il y a un évitement entre les différentes lignes qui sont repoussées. Donc après, comme on peut le voir, le setup de base est assez glitchy et le reste du travail va être surtout optimiser la chose, le rendre un petit peu plus smooth et créer voilà, des lignes intérieures et à la fin différentes valeurs d'extrusion pour créer vraiment ce côté de différentes patterns pour voilà, avoir ce design qui vient justement grossir à partir de cette forme de cercle. Donc on peut vraiment faire des choses qui sont super jolies et qui ne seraient pas faisables ou plus difficilement faisables dans les autres softwares. Pour continuer, voilà d'autres exemples de choses qu'on peut réaliser avec Houdini dans le design organique.
Et ce qui va vous frapper et en même temps vous faire plaisir, c'est que sur chacune de ces frames que vous êtes en train de visionner, donc ces quatre-là et aussi ces quatre-là, c'est qu'elles ont été réalisées à partir du même setup. Donc c'est ce que je vous expliquais au début de vidéo, c'est que dans Houdini, ça met longtemps à développer un setup, enfin plus ou moins longtemps, et après les capacités justement de créer des itérations vont être énormes. Donc c'est un bon investissement si vous avez besoin de créer beaucoup de variations. Idem pour ce projet, la plupart ces 4 variations viennent du même projet. Donc c'est un temps à investir un peu plus long au début, mais après on gagne beaucoup de temps et tout se contrôle un peu tout est facilement accessible, c'est-à-dire qu'on travaille tout le temps à un niveau assez primitif de la 3D, donc avec des points, avec des lignes, avec des polygones, et du coup tout reste accessible à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment très facile, soit de cliquer des sphères, ou alors de connecter des parties entre elles à partir d'une matière de base qu'on peut avoir. Idem pour ces recherches graphiques qui viennent encore une fois d'un même fichier. Donc évidemment travailler d'une manière différente. Là, il y a eu pas mal de variations dans le Node Tree, mais tout vient d'une même idée à la base. Donc il y a aussi des outils de volume dans le software qui sont assez intéressantes, donc pour gérer tout ce qui va être nuage, tout ce qui va être fumée. C'est pas mal du tout à ce niveau-là. Donc d'autres exemples encore de design qui ont été créés à partir d'un même projet, d'une même idée, et comme quoi on peut vraiment créer beaucoup de choses différentes à partir d'un même setup ou d'une même base. Un autre exemple pour montrer un petit peu comment le logiciel peut fonctionner au niveau des attributes et du contrôle qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, on peut définir qu'à partir d'une certaine densité de points, on va supprimer des points. D'une certaine densité de polygones, on va pouvoir supprimer des points. Donc il y a vraiment la possibilité soi-même, en fait, via le code ou via les nodes ou le VOP, de définir ses propres règles. Et c'est à partir de ces règles qu'on peut justement arriver à créer du design. Donc pareil, d'autres formes qui ont été, elles, générées avec des volumes. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est utilisé pour créer des nuages. Et en fait, ça a été méché. Donc on a rajouté des polygones autour et ça permet de créer des formes qui vont être assez intéressantes. Donc là, un autre exemple d'un setup qu'on a fait. Alors dans celui-là, je l'ai fait tout seul, mais dans la deuxième partie, ouais, il y a l'autre. Donc travailler avec Enzo Crema. En fait, c'est un setup de growth basé sur un noise anti-aliased, donc un anti-aliased noise. J'ai eu un peu de mal. Et en fait, ça nous fait que, en fait, sur chaque frame, il va recomputer la même opération et c'est ce qui nous fait en fait ces effets de croissance. En réalité, il va répéter, on le voit ici sur chaque frame, il va répéter la même opération, la même opération, la même opération, la même opération, mais en prenant compte du mesh précédent. Et c'est ce qui nous permet de créer ces effets justement de solver et de croissance qui sont propres au software. Il me semble, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est pas du tout possible de faire ça dans un software comme Cinema 4D ou Blender, à moins d'avoir des plugins, mais disons nativement, c'est pas faisable. Idem, d'autres projets qui viennent de la même, des itérations qui viennent d'un même projet. Tout ça basé en fait simplement sur des valeurs d'extrusion mises dans une loupe. Donc les loops, c'est comme en code. Il y a plusieurs types de loops qui permettent soit de répéter des opérations en boucle, soit qui vont nous permettre d'appliquer des opérations sur diverses composantes comme les points, les vertex ou les polygones. Et à partir de ça, en fait, on peut générer quantité d'opérations. Contrairement aux autres softwares, par exemple dans Houdini, vous pouvez définir qu'une opération, vous allez la répéter 500 fois. Vous n'avez besoin que de mettre vos opérations dans votre boucle. Alors que dans la plupart des softwares, si vous voulez répéter une opération 50 fois, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une loupe dans le software. Donc il faut réellement répéter cette opération 50 fois.
Là, du coup, on comprend que le process de création d'itération est vraiment facilité, puisque si j'ai envie de changer les règles d'édition, j'ai qu'à rajouter un node, rajouter du code à l'intérieur, et ça va se répercuter sur toutes les itérations que je vais avoir. Donc ça, c'est l'une des grandes forces du logiciel, à partir duquel, du coup, on peut créer des formes organiques très, très simplement. Donc voilà, il y a à travers les expérimentations qu'on a pu faire, ça a pu mener à d'autres projets. Donc ça, par exemple, c'est une collaboration avec l'artiste Joshua Pierce. Et du coup, on s'est dit que ce serait pas mal de créer justement une vidéo avec du design organique mis dans des environnements un peu surréalistes. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que les expérimentations peuvent aussi nourrir votre créativité. Ce que vous allez faire dans Houdini, vous allez aussi pouvoir le garder pour plus tard. Rien n'est réellement perdu puisque vous pouvez tout sauvegarder comme asset, comme snippet. Donc même vos recherches personnelles peuvent devenir des outils qui vont être votre force de plus tard. Donc maintenant, on va faire une petite parenthèse sur tout ce qui est écran. Personnellement, je travaille en production 3D. Je me charge moins de l'adaptation. Mais l'année passée, on a eu des clients justement qui étaient autant dans le mapping que dans le web, que certains clients qui vont être dans l'impression de pochettes d'albums. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir un bon écran pour travailler, en tout cas avec les espaces de couleurs appropriés. En tout cas, quand on fait que du web, on s'en rend pas forcément compte. Mais à partir du moment où on va commencer à travailler avec divers supports, c'est là où ça devient intéressant d'avoir un écran. Donc, si vous avez des questions sur les écrans, n'hésitez pas à les poser. Je sais que c'est un point qui est assez obscur et que moi-même, j'ai découvert un peu tard. Pour moi, un écran, c'était juste avoir un retour sur ce qu'on est en train de faire. Mais en réalité, quand on travaille dans la production et qu'il y a de réelles exigences, il y a des clients, un client dans le luxe, il aura de réelles exigences sur tout ce qui va être couleur. Donc, ça devient intéressant de voir ce qu'on va réellement livrer à son client. Alors Jérôme, j'ai pas de réponse pour être tout à fait honnête à ta question. Pourquoi le format 16:10 est quasiment introuvable aujourd'hui? Je pense par défaut que... Ah, je vais laisser Yann qui va répondre. Oui, bonjour, je me présente, donc je suis Yann Saberol, le chef de produit BenQ, moniteur graphique. Et donc, pour répondre à Jérôme, le format 16e est une demande vraiment très spécifique au niveau Europe et mondial. Et c'est surtout en termes de production de dalles, la dalle ne se fait plus. Et c'est vrai qu'on est tous sur 16/10 en termes de format, de qualité d'image. Et voilà, c'est plutôt ce type d'explication. Et pour répondre à Arnaud, je vais répondre sur ma partie, puis je laisserai ensuite Maxime donner son feedback sur le ressenti de l'écran. Selon moi, les critères critiques, c'est surtout la partie gamut de couleurs, donc la capacité de l'écran à représenter fidèlement les couleurs que vous avez pu soit capturer, soit travailler pour différents projets. C'est vrai que nos écrans sont compatibles Adobe RGB, qui est le plus fréquemment utilisé par les designers et tous ceux qui travaillent dans le milieu graphique. Ensuite, on est aussi compatible 100% sRGB et DCI-P3. Pour ceux qui souhaitent aussi faire du montage vidéo, c'est une norme colorimétrique qui est fréquemment utilisée. Donc, c'est pour moi le premier critère de choix. Ensuite, je dirais la qualité des images, donc la possibilité de travailler sur des résolutions 2K ou 4K selon les travaux. La qualité de la dalle, une dalle IPS, donc une dalle IPS qui permet de faire du travail collaboratif. On a des angles de vue assez larges, 178 degrés horizontal et vertical. Et ensuite, tout ce qui peut être associé aux écrans et qui diffère selon les marques. Nous, sur les écrans graphiques dessinés aux designers, nous avons plusieurs modes spécifiques. Donc peut-être que Maxime pourra en parler par la suite s'il l'utilise ou non. Mais il y a des modes qui sont destinés pour les créations CAO et FAO, pour faire de l'animation, etc. Et en dernier lieu, je dirais la partie connectique. Donc tous nos écrans designers ont une connectique USB type C ou Thunderbolt 3. Donc c'est-à-dire que vous pouvez diffuser des données, transmettre des datas et diffuser de l'audio avec un seul et unique câble. Et aussi recharger votre PC. Donc tous ces critères, je pense, sont essentiels pour
les créateurs et ceux qui travaillent sur différents logiciels. Tout à fait, oui, pour rebondir sur ce que dit Yann. Alors, moi, j'ai une connaissance un petit peu moins large sur les écrans, mais effectivement, je m'intéressais pas trop à tout ça. Et ce qui m'a paru le plus important, c'est justement cet espace de couleurs et de gamut, pouvoir voir les couleurs et s'accorder justement avec un client. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma carrière que les exigences qu'on avait sur une diffusion télévision n'étaient pas du tout les mêmes que celles qu'on allait avoir sur une diffusion web. Et c'est un petit peu à mes dépens parfois que j'ai découvert qu'il y avait pouvait y avoir des zones mortes où il y avait des formats à respecter, il y avait des couleurs à respecter, et c'est pareil dans les campagnes de print ou de diffusion. Et c'est là où j'ai justement commencé à m'intéresser un petit peu à toutes ces choses. Après, je travaille en indépendant, enfin je travaille tout seul chez moi. Il y a des paramètres qui vont être justement utiles pour le travail collaboratif. C'est vrai que si on a un grand bureau avec beaucoup de personnes, c'est intéressant d'avoir des écrans qui vont diffuser proprement les couleurs dans tous les angles, etc., etc. Mais pour moi, vraiment, le point majeur, ça a été justement cet espace de couleurs. Alors, il y a PA qui pose la question, est-ce qu'on peut utiliser un filtre de lumière bleue? Alors, il me semble que le filtre de lumière bleue, bien sûr, est sur l'écran. Et en plus de ça, il y a Windows, peut-être chez Mac aussi, qui propose en plus de ça des utilitaires qu'on peut soi-même régler. Donc, il y a vraiment des options. En tout cas, là, j'ai un bouton et je peux switcher dans différents modes. Et la plupart du temps, même juste facilement diminuer la luminosité, c'est quelque chose de super important pour les yeux. Après, il y a plusieurs modes. Pour être totalement honnête avec vous, je ne les utilise pas, mais je conçois qu'ils peuvent être très utiles dans certains cas, notamment tout ce qui va être CAO, etc., pour refaire sortir les détails, ou tous ceux qui veulent justement ajuster la luminosité et le contraste des zones d'ombre. Donc ça, c'est des possibilités qui vont exister. Que moi je n'utilise pas. Et effectivement, ce switch va être utile pour rebondir sur ce que dit PA. Alors personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de travailler sur quelque chose adapté à mes yeux. Par contre, effectivement, quand je vais travailler sur un rendu ou sur un livrable pour un client, je vais remettre effectivement les couleurs et la luminosité à fond. Mais disons que je ne vais pas travailler tout le temps comme ça pour garder une certaine ergonomie. Après, il y a d'autres avantages qui sont justement plus de l'ordre du collaboratif. Et ça, j'ai été assez surpris. Mais maintenant, il y a les connectiques Thunderbolt 3 sur les écrans qui permettent justement de transférer des données, diffuser des vidéos directement. Si vous avez un client qui vient avec sa clé USB, vous n'avez même pas à la brancher sur l'ordinateur. Et puis, comme le Thunderbolt émet aussi, permet de recharger aussi son PC ou son MacBook, ça peut éviter d'avoir comment dire, trop de câbles sur le bureau. En fait, on peut avoir un même câble pour son écran et pour recharger. Alors, il y a un commentaire qui nous dit que c'est à double tranchant de travailler sur des écrans aussi beaux. Ça vous est arrivé d'être déçu d'un résultat final parce que les écrans sur lesquels le travail apparaît sont clairement pas aussi bons que celui sur lequel tu as travaillé. Effectivement, ça m'est déjà aussi arrivé avec des clients de travailler sur mon écran. Le résultat était magnifique. Et après, quand on voit, par exemple, la projection lors d'un projection mapping, le résultat est moins bon. Mais ça, bon, c'est en tout cas en tant qu'artiste ou en tant que créateur, si on peut livrer la meilleure qualité possible, c'est ce qu'il y a de mieux, mais effectivement, on ne contrôle pas toujours ce que va faire le client avec. Ouais, je pense que ça serait un sujet de discussion en soi que cette question de la fidélité et de la diversité de la reproduction de ce qu'on fait sur un écran. Mais je pense quand même que la philosophie consistant à dire moi, en tant que producteur, je suis la référence. Et après, ce qui se passe dans les processus de diffusion, que ce soit chez les clients, à la télé, sur le web ou autre, au moins, je sais que ce qui est parti de chez moi, c'est la référence. La référence, elle n'est pas ailleurs que sur ce qu'on produit. Donc, mais c'est un beau sujet. Hein. Tout à fait.
Je vais peut-être laisser Yann rebondir sur toute la technologie AcuColor de BenQ, si Yann est là. Oui, et pour répondre au problème, on va dire, de rendu des couleurs, les écrans graphiques sont calibrés en sortie d'usine, c'est-à-dire que chaque écran sur la partie art graphique, que ce soit designer ou photo, précis, une luminance définie, et on conseille aussi de calibrer ces écrans toutes les 2 semaines ou une fois par mois pour avoir le rendu parfait selon le travail réalisé. Et c'est pour cela qu'on a développé la technologie AcuColor que Maxime présente sur son slide. Donc c'est une technologie qui est développée par BenQ, donc un nom marketing qui repose sur 3 critères. Donc le premier critère, c'est la gamme de couleurs. Donc comme je l'ai dit précédemment, la possibilité d'avoir des couleurs fidèles, la capacité à représenter des milliards de couleurs sur l'écran. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ou très difficilement avoir sur des PC classiques. Typiquement, des PC d'autres marques présentent uniquement l'espace chromatique. Ensuite, on a des technologies d'uniformité de la dalle, donc pour éviter tout ce qui est perte de lumière blanche sur les 4 coins de l'écran. Et comme je disais aussi précédemment, la calibration usine. Donc tout ça dans le souci de représenter fidèlement les couleurs, que ce soit depuis le travail d'origine jusqu'à la retouche photo et jusqu'à l'impression auprès de l'imprimeur. Voilà. Bah, merci Yann pour cette réponse. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis à la fin, dans la session questions et réponses, on pourra discuter un petit peu plus de toute la partie écran. Je vais revenir à Houdini. Donc il y a Pierre qui justement tend la perche pour revenir. La maîtrise du code finira par devenir indispensable à l'usage d'Houdini. Pendant longtemps, j'ai pensé et on m'a confirmé que non. C'est aussi, je pense, tout un point de vue marketing pour que les gens aillent à fond dans le logiciel. Mais je me rends quand même compte avec l'expérience et tout le travail que je peux faire avec Houdini que le code, c'est vraiment presque indispensable. C'est-à-dire qu'on peut faire au moins 2 ans d'apprentissage sans code et sortir des choses vraiment bien. Mais le code, en termes d'optimisation, de problem solving, va apporter vraiment une dimension. Donc, pour répondre à ta question de la manière la plus honnête possible, la maîtrise du code n'est pas obligatoire ni indispensable pour commencer. Mais toutefois, il faut quand même garder à l'esprit que sur le long terme, si on veut vraiment avoir la possibilité de résoudre des problèmes et d'être plus performant en production, je pense qu'il devient indispensable de se mettre au code. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient dans un premier temps. J'espère que ça répond à ta question. Du coup, un autre petit exemple qui montre un petit peu comment Houdini fonctionne. Donc là, on a une émission justement de particules. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Houdini met tout en cache au fur et à mesure, comme dans After Effects. Donc, on peut vraiment sauvegarder nos frames et revenir en arrière sur une simulation. Et en fait, on va avoir la possibilité, comme on fonctionne à un niveau de points, de venir créer diverses opérations, comme ce genre de création, de simulation, de noodles. Enfin, juste pour vous montrer qu'à la base, on part vraiment de quelque chose qui est très simple. C'est juste des points qui sont émis et qui rentrent en collision avec un sol. Et à partir en fait de ces informations primaires de points, on peut arriver à créer des choses beaucoup plus fun. Alors, pour faire une petite parenthèse, pour tous ceux qui veulent s'intéresser et apprendre Houdini, il y a énormément de ressources sur le net. J'ai fait quelques tutoriels et il y a quelques personnes de la Motion Designers Community, donc de la communauté dont je suis le cofondateur, qui ont mis des tutoriels en ligne sur YouTube. Donc, vous pourrez en retrouver à cet endroit. Ce qu'on fait avec la communauté, je vous le présente rapidement. On fait aussi des événements, on a des communautés en ligne, justement Discord, dans la vie réelle et aussi sur Facebook. Une page Instagram que vous connaissez peut-être qui s'appelle Motion Designers, où tous les jours je partage de l'inspiration. On organise des collaborations et des concours de temps en temps. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans Houdini et d'être accompagné, il y a une communauté, et d'ailleurs il y a des communautés, il existe énormément de communautés. Donc là je vous présente la mienne, mais en réalité il y a Houdini and Chill, il y a la communauté Houdini officielle, il y a Motion Graphics Collective, en français il y a le Motion Café aussi. Il existe vraiment beaucoup de communautés et je pense que à l'heure d'internet on peut profiter
de l'apprentissage qu'on peut avoir. Et donc, on organise aussi des événements. Si vous en voyez passer un, alors on n'en a pas de prévu pour le moment, mais l'année dernière, on a organisé 4 événements en collaboration avec Vidéo Copilot à travers l'Europe. Donc, ça peut être aussi le moyen de venir se retrouver. Et ce qui est assez intéressant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des événements avec Andrew Kramer, qui est un peu le gars qui a... alors, je partagerai les liens juste après, David, qui a popularisé After Effects auprès de beaucoup de monde. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a aussi réussi sur cet événement à réunir des artistes qui étaient spécialisés dans des choses plus techniques, notamment Moritz de Entagma, qui est l'une des figures de l'instruction sur Houdini sur le web. Donc voilà, en tout cas pour la partie. Apprentissage en ligne, 2 choses à retenir. Il y a beaucoup de ressources et même si vous avez déjà une formation, c'est important quand même de rester connecté avec une ou plusieurs communautés. Je vais vous présenter le travail un peu d'autres personnes pour élargir un petit peu les perspectives qu'il peut y avoir, notamment sur Houdini. Donc j'ai un ami qui s'appelle Yvan Feuzy et il crée beaucoup de villes volantes pour l'un de ses clients. Ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Et au bout d'un moment, il s'est dit que ce serait peut-être intéressant de créer son propre générateur de ville pour continuer de répondre à sa demande client. Donc là, c'est juste un extrait d'une vidéo, donc je vais juste vous prendre le moment où il montre ça. Et ça, en fait, il s'est créé son propre générateur de formes futuristes. Donc c'est juste une manière aussi d'appréhender comment Houdini peut être utilisé pour quelqu'un qui va juste faire du visuel et quels avantages on peut en retirer. Donc par exemple, pour tout ce qui va être génération de bâtiments. Et il développe aussi son propre jeu vidéo et il utilise un système qui s'appelle PDG, qui permet en réalité de sortir plusieurs itérations directement dans le logiciel. Donc plutôt que soi-même sortir les différentes seeds manuellement, il y a la possibilité de demander au logiciel calcule-moi entre telle valeur et telle valeur des variations et des itérations, et puis rends-les-moi. Donc du coup, après, on a un choix, on fait presque office de directeur artistique, on regarde ce que la machine nous a sorti et on peut se pencher sur le résultat qu'on a envie de trouver. C'est une manière de créer qui est super intéressante, puisque voilà, on va travailler avec des ranges et analyser plein de choix différents plutôt que de se focaliser soi-même sur le déplacement manuel d'un range. Donc ça, c'est extrait d'une conférence que vous pouvez retrouver sur la chaîne officielle de SideFX. Donc je vais pas vous la montrer, c'était simplement pour vous montrer l'exemple d'un artiste. Je trouve l'exemple des villes volantes assez marrante, puisque en tant qu'ami, en tout cas, il s'est assez plaint en me disant qu'il en avait marre de faire des villes volantes. Et du coup, d'où le générateur pour continuer son travail et se renouveler, en tout cas, dans ce qu'il fait. Il y a un autre artiste qui est très intéressant, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Nils Preyer, donc il est français. Il travaillait dans l'animation avant, et maintenant il fait beaucoup de motion design et de concept art. Et il a fait quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est qu'il a connecté son piano MIDI dans Houdini. Et en fait, à partir des informations MIDI, il a pu en générer des visuels. Et ça, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup. C'est tout le côté musique et génération à partir d'informations MIDI. Donc pour tous ceux qui font de la musique et du son, c'est une manière super fraîche de créer des choses. Et Houdini a un système très puissant de son et de récupération d'informations MIDI que ne va pas avoir Cinema 4D. Donc je trouve ça assez passionnant de pouvoir justement mettre un visuel sur ce qu'on est en train de jouer. Donc il a appelé ça une pianographie. Je vous invite à aller sur son Vimeo et à vous pencher dessus. Voilà, je fais juste rapidement la présentation. Pareil, d'autres travails. Alors, Houdini ne tient pas forcément le choc pour le temps réel.
J'ai même envie de dire, Houdini ne tient pas le choc pour le temps réel. La plupart du temps, quand on va faire du temps réel et qu'on va utiliser Houdini pour du temps réel, on va plutôt développer son asset dans Houdini via un système de HDA, et on peut importer son HDA dans Unity. Et là, dans Unity, on pourra utiliser son asset Houdini en temps réel. Donc il y a pas mal de conférences sur la chaîne de SideFX de gens qui développent des jeux vidéo qui montrent comment Houdini est utilisé en temps réel. Et la réalité, c'est que c'est plutôt des assets qu'on a créés dans Houdini qu'on transfère dans un autre logiciel de temps réel. Mais Houdini, à proprement parler, n'est pas un software de temps réel, mais il est compatible avec des solutions temps réel. Et d'ailleurs, il est extrêmement utilisé dans le jeu vidéo. Donc là, c'est un autre exemple qui est assez intéressant. Pareil, un petit peu sur le parcours inversé. Je vous ai parlé tout à l'heure de Cornflakes, qui est software engineer et qui s'est mis à Houdini. Et il y a l'histoire de Enzo Crema, du coup, qui est un petit jeune. Il est pas encore dans ses études supérieures et il crée déjà des systèmes de maisons procédurales très très récentes. Et il ne veut pas devenir designer. Lui, ce qui l'intéresse justement, c'est de devenir software engineer. Et là, c'est aussi super intéressant de voir le différent parcours des gens et de donner justement une voix et une visibilité à toutes les personnes qui vont passer à un moment par le logiciel, mais qui ne vont pas forcément en faire une finalité. Donc, je pense que le software, même si vous l'utilisez juste par passion, ça peut vous aider à développer de nouveaux mindsets, à développer de nouvelles perspectives. Et même si c'est juste pour le plaisir, je pense que ça peut être bénéfique, comme pour le cas d'Enzo, qui lui, en tout cas, n'a pas envie de travailler ni dans l'industrie du motion design, ni du VFX, ni du jeu vidéo, et qui pourtant fait du Houdini pour s'éclater et pour le fun. Et je trouve que c'est assez important de mettre aussi en avant ce phénomène. On met souvent en avant le top tiers en mettant les meilleurs des meilleurs, mais on oublie qu'il y a aussi toute une catégorie de personnes qui sont excellentes et qui justement n'en font pas forcément un métier. Alors, Pierre qui demande un conseil pour une bonne initiation au code. Est-ce que tu parles du code en général ou est-ce que tu parles du code pour Houdini? Donc là, voici quelques exemples de certains élèves que j'ai pu avoir. Alors, au code, je ne saurais pas te conseiller, puisque moi, j'ai découvert le code avec Houdini. Et dans Houdini, il y a vraiment pas mal de ressources. Je pense qu'il y a le Patreon d'Entagma, et puis il y a aussi Tokiru, CGWiki, qui a une formation qui s'appelle The Joy of Vex, qui est une formation gratuite sur plusieurs semaines. Ça, je pense que c'est deux bonnes bases pour se pencher dans Houdini à des coûts moins élevés. Oui, ou alors la formation, effectivement, la formation au Gobelin. Je ne sais pas quelle est la proportion de code dans la formation, mais effectivement, ça vaut le coup de compléter en regardant The Joy of Vex. Donc là, je voulais vous montrer un exemple de certains étudiants que j'ai eu l'année dernière à CGMA, donc Computer Graphics Master Academy, qui est une académie en ligne basée aux États-Unis. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont tous eu les mêmes cours, donc des cours dispensés par Adam Swab, et j'étais leur instructeur, donc je leur donnais les feedbacks sur les devoirs, réponses aux questions, etc. Et de voir que les étudiants que j'ai pu avoir avec les mêmes cours, donc ils ont suivi les mêmes cours, de voir des résultats aussi différents. Et c'est assez époustouflant de voir à quel point leur personnalité et leur création vont ressortir en ayant justement la même base. Et c'est là où le software de Houdini est vraiment à considérer non pas comme une fin, mais comme un moyen. À travers ces images, j'essaie de vous montrer qu'avec les mêmes informations, avec les mêmes compétences, vous pouvez faire des choses qui sont très très différentes. Et des exemples justement d'autres élèves que j'ai pu avoir qui ont un niveau moins élevé que les élèves que j'ai pu avoir à CGMA. Voilà, très rapidement, ils ont pu créer des choses très intéressantes
et développer des nouvelles manières de créer. Voilà, après d'autres petits exemples d'expérimentation qu'on peut créer avec le software. Il y a un autre avantage d'Houdini, c'est tout son côté solver physique. Donc on peut créer des destructions, on peut faire gonfler des choses, on peut... je crois qu'il y a plus de 19 solvers dans le software, que ce soit des particules, que ce soit de l'eau, que ce soit de la fumée. Il y a vraiment énormément de choses. Et ça, c'était un petit challenge qu'on s'était donné justement avec Adrien Cordier, mon ancien élève, de créer 40 setups sur de la typographie. Alors, je vous en montre quelques-uns qui sont réussis. Il y en avait des qui étaient pas terribles non plus. Mais il y a des résultats qui sont assez intéressants. Donc ça, c'est un setup qui a été créé par Adrien. Donc c'est pour vous montrer un petit peu les différents domaines d'application qu'on peut faire. Voilà, alors je vais peut-être vous montrer une des files et je vais vous faire une autre démo qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous suivez le studio Elastic. C'est eux qui ont produit le générique de Game of Thrones. Ils ont produit peut-être True Detective si je ne me trompe pas. Enfin voilà, ils ont vraiment produit énormément de choses, Elastic. Et il y a un petit générique à Slay the Dragon qui présente un effet assez sympathique. Et je voulais vous montrer que dans Houdini, il y a aussi la possibilité de récupérer des données topographiques. C'est-à-dire on peut récupérer des données satellites et s'en servir dans le logiciel, donc pour recréer ce genre de résultats. Et c'est assez troublant et c'est assez intéressant. Donc, hop, je suis en train d'ouvrir rapidement juste le fichier sur la lettre. Donc là, c'est un exemple qui va prendre beaucoup de temps. On ne pourra même pas le visionner. On va voir le temps de computing à chaque fois. Et on va voir que là, on est sur plusieurs secondes pour chaque frame. Donc ça, c'est un peu le dark side d'Houdini. C'est que oui, bien sûr, tout ce qui est computing et calcul par ordinateur, ça prend forcément beaucoup de temps. Et quand on voit ce genre d'image, on peut avoir du mal à se représenter le temps qu'il y a derrière. Et en réalité, il peut y avoir beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Donc ça a été réalisé avec un des solvers qui s'appelle Velum et qui permet de créer des simulations de tout ce qui va être cloth, grain, enfin, surtout pour les vêtements, les grains, et je pense qu'il y a d'autres choses. Alors on retrouve ici surtout des hairs aussi. Donc surtout grain, cloth et hairs. Donc ici c'est des simulations de cloth. Et on voit que ça prend quand même pas mal de temps, mais le résultat est très intéressant et surtout il est physiquement correct, en tout cas comparé au cloth solver qu'on peut avoir par exemple dans Cinema 4D. Ceux de Houdini sont beaucoup plus précis. Voilà donc le petit exemple que je voulais vous montrer sur la récupération de données topographiques pour créer par exemple ce genre de visuel. On peut récupérer des données sur le net, par exemple avec Mapbox, et en fait on peut se servir des données satellites directement dans Houdini, aller sur un endroit de la carte, choisir l'endroit qu'on veut, et à partir de la sélection de cet endroit, donc pour ceux qui connaissent, c'est pas très impressionnant, et pour ceux qui connaissent pas cette technologie, je pense que c'est assez fascinant. Et on peut récupérer les données satellites. Et il y a énormément de données. On peut récupérer l'élévation, donc la hauteur du terrain. On peut récupérer, regardez, il y a même des informations par rapport au Covid. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Et on peut récupérer justement la hauteur des bâtiments et s'en servir justement pour en faire des créations graphiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Pareil pour les terrains. On peut récupérer des données de terrain en allant à un endroit sur la planète. Et ça, c'est monstrueux. Et on peut récupérer justement via ces données satellites les données d'élévation de terrain. Donc récupérer les vraies informations d'une montagne qui existe et continuer de travailler dessus. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a récupéré, on peut transformer ça en map pour un jeu vidéo en la modifiant, etc., etc. Et ça se fait très simplement, uniquement à partir de données satellites. Vous pouvez
récupérer quasiment la totalité de toutes les montagnes du monde et les avoir dans votre software. Et ça, c'est monstrueux, autant par la perspective qu'à quel point c'est intéressant. Alors, je reviens sur le chat. Alors, pour répondre, Mapbox, en fait, c'est un asset qui a été développé dans Houdini par l'équipe des game dev. Vous avez un Mapbox, un Mapbox tool. Donc là, si je vais dans géométrie, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle le SideFX Labs, et c'est des outils qui sont mis à jour au fur et à mesure. Regardez, là, si je vais dans Update Toolset, je peux voir les dernières versions. Et regardez, je l'ai mis à jour la semaine dernière. On est déjà à la 494. Et en fait, c'est une équipe indépendante de développeurs chez Houdini qui mettent constamment à jour des nouveaux outils. Et du coup, on va retrouver effectivement le Mapbox en bêta, qu'on doit toutefois connecter avec un compte Mapbox sur le site de Mapbox. Donc, il faut aller sur Internet et s'inscrire sur Mapbox. Jusqu'à 50 000 terrains, c'est gratuit. Donc, autant dire que vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'informations gratuitement. Hein. Ça devient payant que vraiment quand on a une énorme application et qu'il y a énormément d'utilisateurs qui veulent récupérer toutes ces données. Et à partir de ces données qu'on récupère, eh bien, on peut les récupérer dans Houdini et récupérer justement ce que je vous ai montré, les données d'élévation, donc les données de montagne. Et ce qui est monstrueux, c'est qu'on peut continuer de travailler dessus. C'est-à-dire que là, à partir d'une montagne qui existe réellement, je peux venir la modifier, la retravailler et m'en servir potentiellement pour un jeu vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous avais gardé quelques liens. Alors, pour répondre à Roxane, je connais un petit peu le travail de Refik Anadol, mais je ne sais pas s'il utilise exactement cette technique. Donc, effectivement, non, je ne sais pas. Et David, oui. Alors, merci pour la suggestion. Je n'ai pas vu la conférence d'Anastasia Opara. Donc, écoutez, je vais aller me pencher dessus et en découvrir un petit peu plus à ce niveau-là. Oui, juste pour dire, le problème avec faire ça, c'est que quand tu as une Mapbox, tu n'as pas, par exemple, où sont les arbres. Il faut les placer en essayant de deviner à peu près. Et tu as plein de trucs qui manquent. Et donc, essayer de deviner où c'est de manière logique, c'est difficile. Donc, la texture synthèse, ça aide pour ça. Ok, très bonne information, merci beaucoup. Et effectivement, moi je le présentais plus comme un outil où ça nous fait une base et je partais du principe qu'on allait retravailler ça pour en faire quelque chose de virtuel. Mais oui, si on veut récupérer exactement l'endroit précis, ça demande des solutions que je ne connais pas et que tu viens de pointer justement comme la texture synthèse, c'est ça? Exact, voilà. Oui. Ok, merci beaucoup pour ce complément. Et une autre chose, il y a deux, trois liens dont je voudrais vous parler avant de finir cette conférence. Donc, il y a 2-3 artistes que je peux vous suggérer de regarder, que j'apprécie particulièrement. Donc, il y a l'artiste Ézéchiel Grand, qui a fait une série sur des robots créés de manière procédurale. Donc, il a créé un générateur de robots. Je trouve ça assez intéressant. Il n'en est pas à son coup d'essai. Donc ça, c'est justement des résultats qui vont être un peu plus art your face et moins organiques dans la manière de ce que je pouvais présenter. Il y a aussi l'artiste, il faut que je le retrouve, Fernando. Voilà. Alors, il y a aussi un autre artiste qui a créé des robots de manière procédurale dans Houdini et qui a eu des résultats qui sont vraiment très intéressants. Donc voilà, il a créé son propre générateur de robots. Donc je peux vous conseiller ces artistes-là. Donc je vais mettre les liens en description. J'en aurai d'autres à présenter aussi. En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent un petit peu Houdini, c'est probablement des gens que vous connaissez déjà.
Ensuite, dans le milieu du motion design, il y a quelques artistes que j'affectionne particulièrement, comme Simon Olmedal, qui est un petit peu le père du design technique. Il travaillait avant chez Man vs Machine, et il a bossé pour des pubs pour l'Apple Mac Pro, où il y a tous ces bâtiments qui se répliquent. Il y a une pub pour l'Hypervenom qui a été faite par Man vs Machine il y a 5 ans. Et encore aujourd'hui, c'est une référence dans le monde du motion design. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui fantasment sur le fait d'avoir ce niveau technique et de réalisation. Et ben ça, c'était fait il y a 5 ans chez Man vs Machine. Je vais répondre à la question de la config après. Mais effectivement, voilà, jeter un coup d'œil du côté de Simon Olmedal, vraiment excellent. Bien sûr, chez Man vs Machine, c'est eux qui ont contribué à populariser ce style, disons, du motion design technique réalisé avec Houdini. Donc beaucoup de simulations, beaucoup de rendus qu'on pourrait qualifier de satisfaisants. Bien évidemment, il y a plein d'autres artistes dans le milieu du game, du VFX, mais c'est pas mon domaine, donc je pense simplement vous suggérer des artistes du domaine du motion design et des boîtes, donc Man vs Machine. Et puis deux derniers liens, donc Lucas Vogir, qui est pareil, vraiment excellent. Il a fait beaucoup de publicités qui sont très intéressantes, comme cette pub pour le Velcro, où il y a énormément, il y a une créativité qui est assez énorme, donc je vous laisserai aller la regarder par vous-même, mais il y a un côté très physique, très surréaliste et satisfaisant en même temps. Donc ça c'est vraiment top en matière de motion design. Et bien évidemment le français Nils Freyer, qui, si je ne me trompe pas, bossait chez MacGuff avant, et maintenant il fait du motion design, donc il a travaillé pour Future Deluxe, donc sur des title design pour Marvel comme Legion, ou encore sur d'autres types de créations très intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En plus il est français, donc ça c'est cool d'avoir des artistes en tout cas qui viennent de chez nous. 2 conférences que je peux vous recommander. Il y a une conférence ici sur le Wave Function Collapse, justement sur l'intelligence artificielle dans la génération de autant de textures que de terrain pour le jeu vidéo. C'est juste monstrueux et ça nous donne une idée de ce que peut déjà faire l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ça, c'est déjà le Wave Function Collapse est déjà accessible dans Houdini. Justement via le SideFX Labs. Donc c'est déjà des options que vous pouvez utiliser. L'intelligence artificielle est déjà accessible à tout le monde maintenant, et c'est ça qui est monstrueux. Et voilà, c'est une conférence qui montre un petit peu comment à partir et de dessins et de tracés, on peut arriver à générer des choses. Donc très instructif pour se faire une idée de ce qui existe déjà et de ce qui va se dessiner dans le monde. Et je pense que justement, comme l'intelligence artificielle est un domaine de plus en plus présent, c'est intéressant quand on est créateur de se renseigner sur autant les capacités que les limitations et se renseigner sur ce qui va pouvoir se faire. Et alors, il y a un autre lien qui n'a aucun rapport avec Houdini, ça c'est juste personnel, mais il y a une autre vidéo que je peux vous conseiller sur c'est l'université des élèves et des profs de l'université, je ne sais plus où, aux États-Unis, qui ont travaillé sur justement une intelligence artificielle capable de riguer et de faire le weight painting, donc la peinture d'influence de personnages. Donc très intéressant de découvrir ce système, découvrir un petit peu comment c'est fait, voir comment ça s'adapte aux différentes formes et se poser les questions justement. Quel va être le futur de tout ça? Est-ce que c'est bientôt disponible pour les artistes? Comment ça marche, etc., etc. Et je trouve que c'est des choses qui sont justement autant passionnantes que parfois effrayantes. Mais en tout cas, voilà en tout cas 2 liens qui peuvent vous permettre de plonger un petit peu plus dans les nouvelles évolutions qu'il y a du côté de l'intelligence artificielle. Du côté de Houdini et aussi de ce qui peut se faire dans le rigging.
Et c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Ah oui, effectivement, dernière question de Pierre, donc je vais la marquer à l'écrit. Vous avez peut-être qu'Arnaud ou l'équipe de BenQ a un dernier mot pour la fin. Et bien évidemment, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup. C'est évidemment très, très intéressant et merci beaucoup aussi pour ces très nombreuses références que nous ne manquerons pas d'explorer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines dès que la période estivale se rapprochera. Oui, effectivement, la question sur la config hardware idéale, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Pour reparler hardware, Élise, Yann, vous voulez nous dire un petit mot? Déjà, je voulais remercier Maxime pour la qualité de son intervention. Vous avez eu l'air tous très très passionnés par le sujet, donc ça fait plaisir. Il vous a présenté aussi le matériel qu'il utilise, son matériel BenQ. Voilà, donc on profitait aussi de l'occasion pour partager avec vous une petite remise qu'on vous offre en tant qu'étudiant des Gobelins si vous avez besoin de vous équiper. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Yann et moi sommes à votre disposition. Et puis, si vous avez besoin de vous équiper prochainement, et ben voilà, je vais vous envoyer via le chat un petit code promo et vous permettant voilà, de vous équiper avec une petite réduction. On est très sensible à ce geste commercial que vous nous faites. J'espère que les étudiants en profiteront pour autant qu'ils aient des projets d'investissement dans ce type de matériel. Je pense qu'on a insisté sur l'importance que ça pouvait avoir. Est-ce que si j'ai des questions qui me viennent sur ces points-là, Élise et Yann, je me permettrai de vous les transférer. Bien sûr, tout à fait, oui. On peut aussi vous laisser nos adresses mail à tous les deux, voilà, que personne n'hésite à nous contacter si vous avez la moindre question. Alors attends, j'ai pas vu Élise, j'ai pas vu passer le lien dans le chat. Peut-être que tu l'as pas encore mis. Attends. Alors je voulais mettre la petite invite. Alors attends, moi partager... ouais, attends, je peux le faire de mon côté peut-être. J'ai essayé de la glisser dans le chat, je sais pas si je peux le faire. Non, ça va pas marcher comme ça. Alors. Je suis en train de la mettre en place. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Allez, on la voit. On va laisser ça pendant que j'ai vu que Maxime avait apporté des précisions sur les configs hardware. Donc merci pour ça. Tout à fait. J'encourage juste les gens à bien se renseigner surtout sur tout ce qui est configuration Houdini. Il y a beaucoup de vidéos qui sont parfois faites à la va-vite sur Internet et même parfois par des amis. Pour ceux qui connaissent Andrei Lebrov, il a fait une vidéo sur une config un peu parfaite pour Houdini. Et en fait, il s'est rendu compte quelques semaines après qu'il y avait des limitations qui n'étaient pas causées par le software, mais qui étaient causées par Windows. Et donc lui-même a changé son processeur. Donc dans la vidéo sur YouTube où c'est marqué la config parfaite pour Houdini, lui-même a changé cette config après coup. Donc ce que je peux vraiment conseiller aux gens, c'est de sonder beaucoup de professionnels et vraiment prendre des avis divergents et ne pas vous précipiter sur les vidéos de matos trop nouveaux ou de personnes qui disent la nouvelle config. Généralement, il y a des limitations qui peuvent venir et des drivers et des nouvelles cartes graphiques et des systèmes d'exploitation. Donc, en tout cas, si vous devez investir dans une grosse machine, prenez le temps de bien vous renseigner et de pas vous précipiter sur du nouveau matériel dernier cri qui semble alléchant, mais qui, en fait, vient avec son lot de problèmes. Ah bon, parfait. Si on a encore quelques minutes, s'il y a des questions dans la salle, par le chat, ou vous pouvez prendre la parole aussi. Hein, on a notre petit outil de demande de parole. Et si ça n'est pas le cas,
Eh bien, écoutez, il me reste à remercier Maxime à nouveau pour cette très belle, pour nous faire partager sa passion de cette très belle façon. Et remercier évidemment aussi Lise et Yann qui nous ont permis d'organiser cette masterclass et de donner rendez-vous à tout le monde, j'espère, à la rentrée pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon courage pour vos jurys, ceux qui sont dans les projets, et bon courage pour vos recherches diverses d'entreprises, on l'évoquait ça tout à l'heure, d'alternance. Je vous souhaite un excellent déconfinement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci.